et en disant il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Et c'est à ce moment-là qu'on leur explique que le roi n'est que blessé. Et du coup, brutalement, ce groupe s'évanouit. Alors on le retrouvera, ce groupe, parce qu'il est très important, vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils. Ravaillac est donc conduit à l'hôtel de Retz, puis ensuite il va être conduit à la conciergerie. Là commence un procès devant le Parlement de Paris qui est présidé par Achille de Harlay. Un procès bâclé, dites-vous. On ne cherche pas vraiment les coupables. Et pendant toute la durée de ce procès, pendant 13 jours, Ravaillac va nier. On lui demande est-ce que vous êtes des complices, il va dire non, j'ai agi seul. Oui, procès bâclé en effet, parce que donc il est arrêté le 14 mai, immédiatement après le meurtre. Il est exécuté le 27. On ne fait pas venir sa mère d'Angoulême, ni son père, ni les personnes à qui il a parlé, où il a évoqué vaguement son projet, son idée de venir à Paris. Personne d'Angoulême, donc, ni les soldats qu'il a pu rencontrer dans l'auberge des 5 Croissants et qui nous ont dit le roi va partir en guerre contre les catholiques, c'est un scandale, mais on est obligé d'obéir. Personne n'est véritablement convoqué en dehors d'un jésuite à qui il a pu parler. Donc là, il y a vraiment des lacunes très importantes dans ce procès. Et lui-même nie qu'il avait des complices et il le fait jusqu'au dernier moment, malgré la torture, malgré les menaces, avant d'être écartelé le 27 mai 1610. Tu crois que tu peux assassiner mon roi et mourir en paix? J'ai frappé et la lame s'est enfoncée. Comme dans du foin. Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi? Dieu. Dieu! Et qui d'autre? La Vierge Marie. Tu sais ce qu'on réserve aux régicides? La vie éternelle quand les rois sont des tyrans. Je sais pas qui t'a raconté ça, mais il t'a bien emberlificoté. C'est l'enfer qui t'attend. Mon Dieu, je viens vers toi. Comme je te plains, tu vas être écartelé. On va t'arracher les membres. Et la foule va se remettre de tes restes. T'es prêt? Alors c'était la mort de Ravaillac, un supplice qui a duré 2 heures, vous le rappelez. Et c'est extraordinaire parce que pendant toute la durée et de son procès et de son supplice, Ravaillac persiste, je n'ai tué personne. Vraiment, si il avait, excusez-moi, je n'ai pas de complice. S'il avait des complices, il l'aurait dit. On ne résiste pas à de telles tortures, à de telles souffrances, Jean-Christian. Voilà le mystère. C'est là où il y a 3 théories, en fait. Premièrement, c'est un acte isolé, en effet, d'un fanatique, d'un fou de Dieu, mais aussi d'un fou tout court. Deuxièmement, c'est l'acte d'un agent conscient qui aurait pu recevoir une absolution secrète de la part d'un prêtre fanatique en voulant à Henri IV, et par le jeu des restrictions mentales, se refusant évidemment à livrer ses complices. Ou troisièmement, c'est une hypothèse qui a plutôt ma faveur, c'est celle de la manipulation, de la suggestion d'un individu, d'un électron libre, si je puis dire, d'un individu isolé, mais qui a été manipulé. Oui, alors justement, vous dites que le président de Harlay, lui, savait la vérité. Quand on lui demande est-ce qu'il y a des preuves de complicité, il a répondu plus tard, il n'y en a que trop. Et pourtant, on les a dissimulées. Pour quelle raison? Est-ce que c'était pour ménager justement l'Espagne? Parce que Marie de Médicis devient régente, renonce à cette fameuse guerre contre l'Espagne, et on ne voulait pas se fâcher parce que peut-être était-elle dans le coup. Ben, il faut savoir si l'Espagne est vraiment dans le coup. Oui. Moi, je ne le pense pas. Je pense que ni Marie de Médicis, ni même le duc d'Épernon, ni l'ancienne maîtresse d'Henri IV, la marquise de Verneuil, n'ont été impliqués dans cette affaire. Comme on l'a dit, répété, il y avait la fameuse thèse de Michelet qui avait été reprise par Philippe Erlanger. Ben, on va y venir justement, parce que en fait, il y a un silence, on laisse tomber l'affaire. La thèse, c'est qu'il a agi seul, et ça a duré pendant quelques mois, pendant 8 mois, puisque l'affaire rebondit à ce moment-là, le 15 janvier 1611, avec les révélations faites à la première femme d'Henri IV, la reine Margot, par Jacqueline Descommans, qui accusait 2 personnes, le duc d'Épernon et la marquise de Verneuil, d'avoir organisé l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Mademoiselle, vous m'avez dit avant-hier des choses bien extraordinaires se rapportant au défunt roi et à la marquise de Verneuil. Et au duc d'Épernon. Vous m'avez bien dit avoir été jeté en prison à cause de la marquise de Verneuil et du duc d'Épernon. Mais si, madame, c'est parce que j'ai voulu sauver le roi. Oui, le sauver des assassins qui complotaient sa mort. Mais le roi Henri IV a été tué par Ravaillac. Et
Ravaillac est un fou qui agit tout seul. Ravaillac ne fait qu'un instrument, madame, le bras que d'autres firent agir. Alors vous affirmez donc qu'il y a eu complot? Oui, Mais un complot qui aurait été fomenté quand? dès le début de l'année 1608, Et comment en auriez-vous appris les secrets? quand j'étais au service de la marquise de Verneuil, Qui aurait tenu les fils de ce complot? le duc d'Épernon. Voilà un nom que vous n'oserez pas répéter. Je vous jure bien que le duc d'Épernon fut le chef de tout. Demoiselle d'Escoman, je vous mets en état d'arrestation. La justice que je représente ici condamnera cette fille, si elle ment. Emmenez-la. Alors cette fille, Jacqueline d'Escoman, en fait, est à l'origine d'une hypothèse qui traîne depuis 400 ans. Elle donne deux noms de responsables de l'assassinat d'Henri IV, de gens qui auraient armé en quelque sorte le bras de Ravaillac, qui sont le duc d'Épernon et qui sont également la marquise de Verneuil, l'ancienne maîtresse d'Henri IV. Ça, tout le monde a repris cette thèse jusqu'au XXe siècle, Michelet, Erlanger plus tard au XXe siècle. Cette thèse, vous n'y croyez pas, et pourtant, il faut vous rappeler d'ailleurs leur nom, le duc d'Épernon est un proche de la cour d'Espagne, ce qui lui donnerait une raison de vouloir assassiner Henri IV pour empêcher cette guerre contre l'Espagne. Quant à la marquise de Verneuil, elle n'est autre que Henriette d'Entragues, l'ancienne maîtresse de Henri IV, qui l'avait éconduit. Et elle aurait pu, effectivement, par vengeance, vouloir comploter contre Henri IV. Ce sont en effet deux suspects, de la même manière aussi que Marie de Médicis, qui ne s'entendait pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Henri IV, avait intérêt à la mort du roi, de la même manière aussi que le prince de Condé avait intérêt à la mort du roi. Il reste que les dénonciations de la femme d'Escoman, on le voit très bien quand on regarde les minutes de son procès, eh bien, elle s'effondre. D'abord, elle ment, elle raconte que, quand on lui demande de nous présenter Ravaillac, elle dit qu'elle a vécu 7 semaines avec Ravaillac, 6 ou 7 semaines, elle l'a entretenu avant le crime, et Ravaillac s'est confié à elle. On lui dit, mais décrivez-nous Ravaillac, et elle montre un petit valet noiro, chétif, en disant, ben voilà, il lui ressemble. Alors qu'on sait que Ravaillac était un athlète rouquin, très puissant, bien charpenté, donc ça n'a rien à voir. Elle raconte aussi, on a d'autres éléments, elle devait produire une lettre de la marquise de Verneuil qui aurait permis d'inculper la marquise. Eh bien, elle dit, ah ben non, je l'ai donnée à une femme, je l'ai remise à une femme. Or, il s'avère que cette femme, dont elle donne le nom, elle n'est jamais venue à Paris depuis 7 ans. Donc, il y a des éléments qui montrent que cette femme est une mythomane, et le procès le montre. On a l'aumônier Mathurin Renaudin, l'aumônier de la marquise de Verneuil, qui dit cette femme, cette d'Escoman, venait solliciter de temps en temps auprès de la marquise la charité, alors que la d'Escoman s'est présentée comme l'amie intime de la marquise. Donc tout cela montre que nous sommes en présence d'une thèse, d'une femme qui... C'est une thèse. En fait, il y en est jusqu'à aujourd'hui, il y avait deux thèses essentiellement, c'est-à-dire que Ravaillac avait agi seul, entretenu, excité bien entendu par la propagande, par le fanatisme de certains catholiques, ou bien il y avait effectivement le duc d'Épernon et la marquise de Verneuil. C'est les deux thèses qui existent. Or vous produisez en quelque sorte un scoop dans votre livre, Jean-Christian Petit-Fils. Ce n'est pas, dites-vous, ni en France, ni en Espagne, qu'il faut rechercher ceux qui ont armé le bras de Ravaillac, c'est en Belgique. C'est-à-dire, à l'époque, c'était les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire, au fait, celui qui gouvernait les Pays-Bas espagnols, le fameux Albert de Habsbourg, celui qui avait emprisonné, en quelque sorte, Charlotte de Montmorency. Oui. C'est la piste belge, en fait. La piste belge. Moi, j'ai été frappé d'abord par le rapport d'un ambassadeur qui a été donné d'ailleurs à Achille de Harlay, qui s'appelle Villiers-Hautement. Et Villiers-Hautement rapporte la multitude de bruits courants, aussi bien dans les Pays-Bas espagnols que dans les pays rhénans, à Cologne en particulier, où il a fait une enquête approfondie. La mort du roi est annoncée 10 jours, 12 jours, 15 jours avant le avant crime. qu'elle se produise. Et c'est à mettre en rapport, évidemment, avec le décalage du couronnement de Marie de Médicis. Des commerçants, des personnages, des banquiers écrivent à leurs correspondants à Paris, à Anvers, à Bruxelles, en disant, voilà, nous avons appris que le roi était mort. Alors, c'est pas une série de coïncidences comme ça. C'est que les nouvelles ont filtré, les bruits ont filtré, et ça permet de supposer
supposé qu'il y avait une conspiration. Et puis vous êtes justement tombé sur un document qui révèle que, à partir de Bruxelles, eh bien, Albert, le gouverneur des Pays-Bas espagnols, avait envoyé en fait une équipe de tueurs à Paris, et une équipe de tueurs qui serait arrivée après Ravaillac. Alors quel lien y a-t-il entre cette équipe de tueurs et Ravaillac? Est-ce qu'il y en avait un d'abord? C'est toute la question. L'historien est là pour chercher les éléments. On est à 400 ans de cet événement. Donc on a quelques éléments, en effet, quelques indices qui nous permettent de penser que Ravaillac a été manipulé par cette équipe de tueurs belges qui n'émargeait pas au trésor espagnol, mais directement au trésor de Bruxelles. C'est une lettre de l'ambassadeur de Genève à Paris, Jacob Enjolras, qui dit tout simplement le complot a été organisé par un proche d'Albert, le comte de Marmier de Salneuve. Il avait pour adjoint Lamotte, qui était en quelque sorte le chef des tueurs chargé de superviser l'opération. Le tueur qui venait de Bruxelles a juré devant Albert qu'il ne manquerait pas le roi au guichet du Louvre. On a un certain nombre d'éléments. Oui, mais ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que ces gens-là, voyant Ravaillac, rencontrant Ravaillac, se disent, tiens, au fond, il peut faire le boulot à notre place, et ils le poussent à le faire, mais ils étaient là, et ils feraient partie, d'ailleurs, ces tueurs, ce seraient ceux qui se seraient précipités vers Ravaillac juste après l'assassinat. Voilà, c'est une hypothèse. En tout cas, on a d'autres éléments qui permettent aussi de penser que Ravaillac a été mêlé, en particulier sa présence au temple de Charenton, à côté de catholiques fanatiques, membres de ces espions, enfin faisant partie de ce groupe d'espions, a été signalé, c'est dans le journal de Pierre de l'Étoile en particulier. Là, encore une fois, on n'a pas de preuves absolues, mais c'est quand même assez curieux qu'il y ait deux équipes, enfin un tueur isolé d'un côté, et puis une équipe de tueurs à peu au même moment à Paris. Sans doute, il y a eu d'autres attentats contre Henri IV, mais de deux choses une, ou c'est Ravaillac qui a devancé cette équipe, mais à ce moment-là, on s'explique pas pourquoi on a voulu le tuer immédiatement après, ou c'est Ravaillac qui a été manipulé par ces gens venus de Bruxelles. Vous êtes le premier à évoquer cette hypothèse de la responsabilité de Albert de Habsbourg. D'ailleurs, pourquoi voulait-il tuer Henri IV? Pour empêcher que celui-ci envahisse les Pays-Bas espagnols. Exactement, parce que Henri IV voulait partir en guerre. Il avait une armée de 37 000 hommes en formation à Châlons, en Champagne, et il voulait traverser les Pays-Bas et sans doute aussi faire un détour pour aller, comme on disait alors, pétarder Bruxelles et enlever la belle Charlotte, avant d'aller faire le siège de Juillet. Donc c'était cette histoire. Et Albert se dit, mais c'est un scandale, j'accueille en tant qu'hôte la princesse de Condé, le pape est d'accord pour qu'en attendant le divorce, parce que le ménage ne s'entendait pas, ils auront un enfant qui sera le grand Condé, il faut dire. Mais enfin, bon, pour l'instant, à cette époque-là, le ménage ne s'entendait pas. Le pape a donné son accord pour que, en attendant ce divorce, eh bien, Charlotte reste à Bruxelles. Donc je suis dans mon bon droit et au nom des théories tyrannicides, eh bien je vais le tuer parce que cet individu, ce barbon libidineux finalement qui court après cette jeune femme, c'est un véritable scandale. Donc je suis en légitime défense. Mon armée n'est pas prête. Je suis en légitime défense. Alors pour en savoir plus sur ce qui est un véritable scoop, puisque vous êtes le premier à évoquer cette piste belge, Jean-Christian Petit-Fils, je recommande la lecture de votre livre qui se lit comme un roman policier, L'assassinat d'Henri IV, qui vient d'être publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, L'assassinat d'Henri IV de Jacques Malater dans la collection Ce jour-là, tout a changé, diffusé sur France 2 en janvier dernier, disponible en DVD aux éditions France Télévisions, et La caméra explore le temps, Qui a tué Henri IV de Stéphane Lorenzi et Alain Decaux, édité en DVD par l'INA et LCJ Éditions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Dimitri Grenoff et Anne-Charlotte Guillem. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.